a quelque temps, en 2007, à l'université Cheikh Anta Diop, un président de la République française, dont je ne citerai pas le nom, a dans son discours expliqué que l'homme africain n'était pas suffisamment entré dans l'histoire. Alors ça pose tout un ensemble de problèmes, mais le premier problème que cela pose, c'est pas simplement une insulte, et on le voit même encore aujourd'hui à quel point il y a une résonance négative, notamment par rapport à la diplomatie française, d'oser dire ça dans une antre aussi prestigieuse et d'un nom aussi prestigieux que Cheikh Anta Diop. Mais ça pose aussi la question de se demander pourquoi on passe notre temps à imaginer que les Africains, puisqu'on va les rassembler, les essentialiser de cette manière-là, ne seraient pas rentrés dans l'histoire, ne seraient pas complètement des hommes, ou même s'ils le sont, ils n'auraient pas une culture digne de ce nom. Ils auraient des artefacts, des objets qui ne seraient pas vraiment dignes de culture, ils auraient des systèmes politiques archaïques, primitifs, certains disent même les arts primaires, lorsqu'ils parlent de culture, et que finalement, le fait de ne pas avoir d'écriture, cela justifierait le fait que ça peut entrer dans l'histoire. Or, évidemment, l'oralité est centrale et au-delà de l'écriture, on va en parler rapidement, mais on peut, par exemple, se souvenir de la charte du Mandé, qui est quand même une charte, même si elle a été transmise à l'oral, et on peut imaginer qu'elle évoluait dans le temps, mais là, on remonte à Assoumou Keita quand même, qui, à un moment donné, institue l'idée qu'une vie est une vie et qu'une vie ne peut être supérieure à une autre vie. Donc on est déjà dans une forme d'humanité et de droits de l'homme, et on a déjà des résistances intra-africaines à des royaumes, à des despotes ou à des tentatives de mise en esclavage. Et si on le trouve du côté du sud du Sahara, on le trouve aussi du côté du nord du Sahara, n'est-ce pas, cher Chouki? Si on vient par exemple, Chouki El Hamel, qui est historien, qui dans son livre Le Maroc noir nous décrit dans une partie assez rocambolesque de son livre comment le sultan Moulay Ismaïl va inventer quelque part la race haratienne, la race noire, et comment dès le début on trouve un alem et même plusieurs ulama hafez qui vont par exemple critiquer cette volonté de mise en esclavage et qui vont résister, certains même vont en payer de leur vie. C'est marché. Okay, merci. Ah, c'est bien, silence. Voilà, c'est bien d'être ici, je suis ravi d'entendre la voix africaine dans un pays africain. Je ne vais pas dire de bêtises comme hier, je vais peser mes mots, aujourd'hui peut-être. On peut parler de l'Afrique avant l'Afrique. C'est bien de répondre à la question. Je reprends la question d'abord. Ça se passe cette histoire. Ouais. D'abord, on ne sait rien sur l'esclavage. On n'enseigne pas sur l'esclavage. À l'école, il n'y a pas d'esclavage. Et à l'école, il n'y a même pas l'Afrique. À l'université, il n'y a pas des cours, des spécialistes, l'université au Maroc, qui enseignent sur ce sujet de l'esclavage. On l'ignore. Et on n'enseigne même pas l'Afrique. Je vais commencer par quand on parle de l'esclavage, peut-être, oui, c'est un sujet qui n'est pas confortable. Mais je vais parler de la résistance. Par la résistance, c'est confortable. Dès que l'esclavage a commencé, dans l'Afrique du Nord, il y avait la résistance. De le début jusqu'à la fin. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas d'esclave, il y a seulement une personne asservie. Le sujet qui m'a été posé, c'est la question de la résistance des gens qui ont été asservis, ou bien dans la façon qui ont été asservis par Moulay Ismaïl. Alors, Moulay Ismaïl, au début, il ne voulait pas asservir un groupe de gens pour créer des soldats de l'armée qui s'appelait l'armée Abid el-Boukhari. C'est une suggestion de l'Ayachi, d'un de ses officiers, qui lui a dit qu'il y avait des gens qui étaient descendants des soldats qui étaient asservis avant durant Moulay Ahmed al-Mansour en 1599,
1911. Et que ces gens existent toujours. Et quand il était allé à Marrakech en 1673, il s'est rencontré avec l'Ali Lich, le représentant à Marrakech. Il lui a dit, oui, il y a des descendants, des gens qui ont été asservis à l'époque saadi et qui sont partout. Et on peut, si vous voulez, je peux les chercher et les recruter dans l'armée. Il a dit, ah oui, on peut faire ça? Il a dit oui. Et c'est comme ça que l'idée est venue à Moulay Ismaïl. Alors d'accord, je donne l'ordre de rassembler tous les Noirs au Maroc. Parce qu'il pensait que les Noirs étaient tous des esclaves. Et c'est ça le problème, c'est la grande faute que Moulay Ismaïl a commis. Et quand il a donné l'ordre de le faire, Ali Lich a commencé à rassembler les gens de Marrakech, les gens noirs de Marrakech, peut-être vers 3000, il a rassemblé vers 3000, et les a envoyés à Mchar Ramla, à côté de Meknès. Et c'est là que le processus a commencé. Et puis, on continuait à rassembler tous les Noirs du Maroc. Il y a un document qui s'appelle Jani al-Azhar wa Nour Abha. Il donne le statistique, et c'était en 1705 que le nombre est arrivé à 200 230 personnes. Et le processus il continuait toujours, c'est-à-dire 1705 jusqu'à 1720 peut-être, parce que le sultan est mort en 1728. Peut-être 240 000 étaient rassemblés des Noirs. Voilà, ça c'est comme ça. Mais ces gens qui ont été servis, ils ont protesté partout. Les gens qui étaient dans la rue, ils ont accepté parce qu'ils étaient recrutés dans l'armée. Les gens qui ont protesté, il y a même les ulama qui ont protesté. La plupart, ils ont protesté. Et ils ont issu des fatawis en disant que c'est vraiment un grand péché. C'est illégal d'asservir les Noirs parce qu'on sont des musulmans. Et le contre-argument, c'était que non, mais ces Noirs, ils étaient toujours des esclaves, descendants des esclaves, des païens, et qu'ils étaient affranchis, ils n'étaient jamais affranchis. Ils ont fui l'esclavage, et c'est pour ça que cette marque de l'esclavage continue toujours. Et parmi les ulama qui ont laissé des traces du Fatawi, c'est Abdeslam, Cheikh Abdeslam Jussous. Ouais. Et Abdeslam Jussous, il a défié le sultan, il a défié les autres ulama, il a dit, vous avez tort, pourquoi vous acceptez d'accepter ce ordre? Vous savez très bien que c'était légal, vous savez très bien que c'est un grand péché, et vous le faites quand même. Et le prix qu'il a payé, tout simplement, il était tué. C'est un martyr de cette cause de l'asservissement des gens, des musulmans noirs. Et n'était pas seulement, ce n'est pas un cas isolé. Bordoula, qui a vu l'assassination de ce martyr en 1708, il a écrit une autre fatwa en dénonçant ce processus, et il était expulsé, on l'a forcé de démissionner de son poste de qadi. Ce n'est pas seulement à Bordoula, même Abdelkader al-Fassi, qui a écrit une fatwa favorable, au départ il était contre, mais à la fin il a créé une fatwa favorable, allant même à racialiser dans sa fatwa les Noirs, par dire qu'ils sont patients, ils sont satisfaits et ils sont obéissants. C'est le contraire des Amazirs et des Arabes. Et c'est une façon de racialiser l'autre. Ça a commencé comme ça. Les Ibn Ajiba, il y a d'autres. Ibn Ajiba, par exemple, Tétouan, 1800, il a condamné tous les Marocains de leur complicité dans cette affaire. Il a dit que ceux qui ont gardé le silence, ils vont être questionnés devant Dieu, le jour du jugement. Les gens qui ont refusé de se marier avec les Noirs, ils vont répondre Dieu. Les gens qui ne font pas la prière dans la mosquée à côté des Noirs,
Et ils vont payer pour ça. Les gens qui lui refusent d'être enterrés à côté des Noirs, parce que ça existe, des cimetières de Noirs, des cimetières de Blancs, dans le sud du Maroc, ça existe toujours. Même dans l'enterrement, il y a un racisme. Cette résistance, elle n'est pas isolée, ça existait, mais ça a été, on peut dire, il y a un silence. Je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, je veux bien qu'il y aura une biographie sur Abdeslam Jassous, un livre, le héros de ce massacre et de cette racialisation qui ont dénigré un groupe de Marocains qui était un groupe social, il était devenu un groupe légal, légalisé, un groupe qui appartenait à une catégorie légale, comme Al-Dimma. Hein? Et c'est ça, c'est ce processus qui a introduit la race au Maroc, et il avait une conséquence profonde dans l'histoire du Maroc. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un moment passionnant. Merci. Parce qu'on voit bien dans cette controverse le fait que l'esclavage non seulement n'allait pas de soi, mais aussi le fait qu'on justifie l'esclavage de manière raciale en disant il y a des races différentes et il y a des races supérieures qui peuvent se permettre d'asservir d'autres, entre guillemets, soi-disant races, a été constitutive d'une période. D'ailleurs, elle n'a pas tenu puisque ça tient à peu près une centaine d'années. Mais malgré tout, ça laisse des traces, et des traces indélébiles. Évidemment, nous sommes ici dans une histoire concrète, politique, dans une séquence politique particulière. Et évidemment, l'Afrique du Nord, comme d'autres régions du continent africain, sont bien rentrées dans l'histoire. Je me tourne vers toi, si Ali Ben Marlouf, parce que toi aussi, d'une autre manière, plus récemment, tu étais à Delphes sur la question de l'UNESCO. Et justement, tu expliquais bien combien on regrettait de ce côté-là de la Méditerranée, dans cette grande messe mondiale, qu'il n'y avait pas suffisamment de représentation de l'Afrique. Encore une fois, une façon de minimiser les apports essentiels aux arts et aux cultures des sociétés africaines. Oui, oui, tout à fait. En novembre 2022, c'était le 50e anniversaire bon. En novembre 2022, c'était le 50e anniversaire de la Convention de l'UNESCO sur les sites naturels et culturels qui date de 1972. Et cette convention a été donc célébrée à Delphes, ville à laquelle on ne nie pas l'histoire, et qui comprend aujourd'hui 1000 habitants. C'est un petit quartier de Marrakech. Alors, à Delphes, ce qui a été dit, c'est que depuis 50 ans, et il est vrai qu'on est perturbé par le bruit, c'est vrai. Alors, je disais que le constat a été fait depuis 1972 qu'il y a un déficit de reconnaissance de sites naturels et culturels de l'Afrique comme patrimoine mondial. Alors, il faut préciser que ces sites sont toujours à l'initiative des États, reconnus par l'UNESCO, puis gérés par les États. Aujourd'hui, l'Espagne, la France et l'Italie ont 2 fois plus de sites reconnus que toute l'Afrique. L'Afrique a 88 sites reconnus, l'Italie à elle seule 58. Donc l'Italie, c'est les 2/3 de l'Afrique. Donc c'est cela la représentation, le déficit de représentation des sites. Et alors, quand on rentre dans la technicité, on vous dit, pour qu'un site soit reconnu, il faut qu'il y ait une intégrité et une authenticité. Si vous avez rafistolé une vieille mosquée du XIIe siècle avec un peu de ciment, elle a perdu son intégrité, on ne peut plus la classer. Second point,
en 1972, on a pensé que ce qui était patrimoine, c'était quoi? C'était les monuments. Et donc, on a précisément inscrit comme patrimoine mondial des monuments. Il se trouve qu'en Afrique, on a un autre rapport à l'architecture que beaucoup d'urbanistes appellent l'adaptation, la durabilité adaptative, c'est-à-dire qu'on reconstruit continuellement et écologiquement en terre et en pisé des habitats qu'on refait régulièrement. Ce ne sont pas des monuments en verre, en ciment et en pierre nécessairement. Et donc le déficit de représentativité vient aussi des critères annoncés, et on a d'abord beaucoup reconnu de monuments. Alors ce qu'on a dit à Delft, c'est qu'il fallait revoir les critères pour introduire autre chose que les monuments. Et introduire quoi? D'abord, cesser cette bifurcation nature-culture, site naturel, site culturel. La nature a toujours été manipulée par l'homme, parfois d'une manière catastrophique, comme on le sait depuis le XVIIIe siècle, notamment par les pays occidentaux, mais elle a toujours été manipulée. Il faut cesser cette division. Deuxièmement, il faut cesser de voir l'Afrique comme un patrimoine vierge, c'est-à-dire de la nature. L'Afrique, on y va, d'ailleurs, entendez les gens autour de vous, on va faire un safari au Kenya, mais on ne va pas pour voir les Kenyans. J'avais invité une collègue américaine au Maroc, et une de mes collègues marocaines lui avait dit « Est-ce que vous êtes déjà venu au Maroc ?» Elle a dit « Oui, à Marrakech, j'ai vu des ânes. » Ça date de 2019. Donc il y a une animalisation, une naturalisation de l'Afrique qui fait obstacle à cette reconnaissance. Plus que jamais, il faut promouvoir les chemins multiséculaires pastoraux. Les chemins pastoraux en Afrique, l'Afrique reste la mémoire de ces chemins pastoraux qui ont disparu partout, des chemins qui ont été suivis. Et là, puisque notre table ronde s'intitule « Afrique d'hier, Afrique d'aujourd'hui », sachez qu'aujourd'hui, on ne cesse d'expulser des paysans qui font de l'élevage parce qu'on trouve que ça n'a pas de rendement, et on installe ce qu'on appelle des plans PPP, comme au Maroc, plans publics-privés, où si vous êtes milliardaire et que vous pouvez louer à l'État 3000 hectares, vous allez pouvoir mettre des barrières tout autour, et les paysans qui avaient l'habitude, les éleveurs qui avaient l'habitude de passer sur ce chemin parce qu'il est en urf, en droit coutumier, on leur dit maintenant c'est ma propriété exclusive. Et donc beaucoup de ces gens se retrouvent sur les routes parce qu'ils n'ont, comme je l'ai dit avant-hier, plus que leur corps comme élément de vie. Donc il y a ces déficits. Je voudrais aussi, et après je vais t'interroger, toi Mehdi, tu as plein de choses à dire. Et il faut dire que cette table ronde n'est pas une table ronde où Mehdi est discutant, mais sa gentillesse extrême fait qu'il nous a d'abord distribué la parole. Mais je voudrais juste dire, puisqu'on a parlé d'hier et d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu as commencé par dire cette histoire d'absence d'histoire. Il y a des gens qui disent, bon, l'histoire, comme je vous l'ai dit, l'Afrique c'est de la nature, c'est pas de l'histoire, c'est catastrophique. Je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui créent des villes sans histoire, ce sont plus précisément les anciens colons, des villes génériques, des villes avec escalator et climatisation, des villes de filaments urbains qui malheureusement s'exportent en Afrique, où vous avez une ville qui ne se termine jamais, comme sous forme de filaments urbains. Alors on appelle ça des junk space, et ces junk space, ces villes génériques, sont des villes précisément sans histoire, parce qu'elles n'ont pas une accumulation du passé, elles sont vouées précisément à disparaître et à être renouvelées, et on les anime de temps en temps par des malls commerciaux et par des calèches. Restituer l'histoire, comme l'a très bien dit mon collègue Shawqi El-Hamel, comme il l'a très bien dit, à travers juste ce mot très important, il n'y a pas d'esclavage, il y a des gens asservis. Faire attention aux modes de vie, aux formes de vie que traversent les personnes, et pour commencer par faire cela, se demander
que le passé que nous considérons comme passé fut un présent. On pense que le passé, c'est le passé de notre présent actuel, mais le passé fut un présent, comme nous aujourd'hui, on sera le passé, mais nous sommes actuellement un présent. Ça veut dire qu'il aurait pu être autre. Vous auriez pu être ici, vous auriez pu aller au cinéma, vous auriez pu faire autre chose, et c'est cette ouverture du passé sur tous les présents qui n'a pas été, fait partie du présent qu'il a été. Et voir le passé comme le présent qu'il fut, c'est le travail des historiens, et précisément restituer les différents historicités des différents royaumes, comme ceux du Ghana et du Mali, on en parlera tout à l'heure. Alors moi, j'ai envie de te demander, Mehdi Aliwa, tu as beaucoup travaillé, et tu travailles toujours sur la sociologie des migrations, et précisément, l'histoire se fait par des déplacements, mais c'est peut-être même pas le mot déplacement qu'il faut retenir. Oui, merci beaucoup de cette perche tendue, parce que nous avons vécu nous aussi une séquence politique au Maroc, j'en vois quelques témoins qui sont là, plus récente, où il y a eu un changement de politique migratoire avec la volonté de régulariser administrativement, comme si les gens étaient irréguliers. En fait, ils existaient, mais les papiers qu'ils avaient ne leur donnaient pas forcément le droit d'être là. Et c'était un signe d'hospitalité majeur, et d'ailleurs qui a été reconnu un peu partout dans le monde, même si on peut regarder aujourd'hui où nous en sommes, et il y a toujours matière à discuter. Mais ce qui était intéressant dans cette séquence politique, c'était qu'il fallait bien justifier, légitimer les raisons pour lesquelles, d'un coup, le Royaume du Maroc décide de faire place à des personnes dont on n'avait pas prévu la présence, des personnes qui nous ont rejoints dans nos villes, dans nos quartiers, parfois qu'on croisait et qu'on regardait de loin et de haut, sans vraiment les connaître, alors qu'ils étaient là, ils travaillaient, ils vivaient, ils faisaient des enfants, ils mouraient aussi, il fallait les enterrer, et qu'on envoyait vers une extériorité. Ces gens-là ne vont pas rester, ils vont passer ailleurs. Et cette séquence politique, elle est concomitante avec le retour du Maroc dans l'Union africaine. Et c'est pas rien, c'est pas juste, on peut pas penser que c'est un simple hasard, ni même une manipulation. C'est un fait, à un moment donné, dans la société marocaine, est-ce qu'il y avait des choses ou pas, je sais pas, mais il y avait des gens qui se disaient le racisme est en train de nous gangréner, nous sommes africains, nous sommes dans l'Afrique, et si nous sommes dans l'Afrique, il faut que l'Afrique soit dans le Maroc. Et donc d'un coup, on s'est mis à questionner notre africanité, non seulement parce que diplomatiquement, il avait un élan, mais aussi puisqu'on se demandait au nom de quoi allons-nous accueillir des gens qu'on n'avait pas prévu d'accueillir. Est-ce que c'est la figure du Abir Sabil, de ce voyageur parfois pauvre à qui on doit l'hospitalité, mais dans la tradition marocaine, cette hospitalité, c'est 3 jours. C'est 3 jours, après il faut qu'ils partent. D'accord ? Alors que là, ils sont avec nous, ils restent. Vont-ils devenir des Marocains ? Que faisons-nous des chrétiens ? Tout ensemble de questions ont précipité un petit peu la société marocaine, et en fait, ça a été beaucoup plus créatif qu'un repli sur soi. Il y a eu des couples, bien sûr, qui se sont mis ensemble, des enfants métissés, il y a eu des gens qui ont prié et ont montré qu'ils pouvaient prier ensemble, il y a eu des groupes de musique, il y a eu des émissions télévisées, et d'un coup, le Maroc a accepté, bon an, mal an, toujours que c'était une société cosmopolite. Alors pourquoi c'est important ? Parce qu'en réalité, ça ne peut pas être simplement le produit d'une instantanéité ou de quelque chose qui serait inhérent à une société. C'est forcément le produit d'un temps long, et c'est pour ça que le déplacement en soi, et j'arrête là, est souvent mal compris. Le déplacement n'est pas géographique. Bien sûr, l'espace est parcouru, mais le déplacement est toujours temporel. Il y a un temps du déplacement, il y a un temps du voyage, et ce temps n'est jamais un temps vide. C'est un temps dans lequel il y a des rencontres, il y a aussi des violences, des discriminations, mais c'est un temps plein, c'est un temps politique, pour le dire de cette manière-là. Et en fait, autant ceux qui se déplacent durant ce temps-là, que ceux qui sont là et qui voient les gens se déplacer et avec qui ils doivent ou pas entrer en contact, sont transformés par ce temps-là. Et plus ça dure, plus les choses changent. Il y a comme une forme de mémoire, en réalité, qui se crée. Et ce n'est pas comme si nous, les Marocains, nous n'avions pas une mémoire de l'exil. Ce n'est pas comme si nous n'étions pas des migrants nous-mêmes. Et d'ailleurs, un exemple, et j'arrête là, un exemple précis,
les Marocains ont beaucoup souffert en migration, notamment en France, au début où ils sont allés, mais on a retrouvé ça aussi en Belgique. Dans les années 60, 70, la Belgique, ça vient plus dans les 70, 80. Par exemple, comment pouvons-nous être musulmans minoritaires dans des sociétés où ce fait religieux n'est pas prévu? Et d'un coup, il s'est passé la même chose pour des gens venus d'Afrique subsaharienne, par exemple, chrétiens, des églises d'évangélistes ou pentecôtistes ou catholiques, que sais-je encore, mais qui veulent pratiquer librement leur culte. Et l'argument au Maroc a touché. Si vous voulez qu'on traite bien vos frères en Europe, vous ne pouvez pas ici ne pas accueillir les gens dans leur religion et ensuite critiquer en Europe lorsqu'il y a des vexations sur la question du mouton dans la baignoire, par exemple. Tiens, c'est la même personne, le mouton dans la baignoire, mais on ne citera pas son nom, etc., etc. Donc le fait qu'au Maroc, on ait aussi une mémoire de la migration, et une mémoire assez profonde, d'accord, fait qu'elle a permis d'accueillir une nouvelle forme de migration ici, une nouvelle mémoire. Alors ça, c'est passionnant parce que ça montre qu'en fait, les systèmes sont certes éphémères, mais d'une certaine manière, ils perdurent, en tout cas, leur mémoire perdure dans le temps. Et d'ailleurs, si Chaoukri, tu voulais nous parler donc de système, puisqu'on disait que l'Afrique n'a pas d'État, l'Afrique n'avait pas d'organisation politique, puisque soi-disant, elle n'est pas entrée dans l'histoire. Or, tu sais bien, tu as bien des exemples à nous montrer qu'il y a eu des royaumes, il y a eu des formes d'organisation politique, et des royaumes puissants. Oui, oui, merci. C'est bien ce que tu as dit. Quand on parle de l'esclavage, moi j'ai peur, parce que c'est un truc très négatif. Ça pèse. Moi je parle comme représentation, mais il y a des gens qui ont représenté leur voix. C'est un peu difficile. Même pour moi, c'est difficile. Je suis un intellectuel, je parle de l'esclavage comme histoire, mais c'est un vécu pour des autres. Les descendants de ces gens, c'est un vécu. Mais il faut en parler, parce que c'est notre histoire. Ce n'est pas l'histoire seulement de ces gens qui ont été asservis, mais c'est l'histoire du Maroc. C'est pour ça que j'ai fait ce travail. Parce que c'est mal connu, c'est pas connu, mais je ne veux pas mettre l'accent sur ça. Il faut mettre l'accent sur l'autre chose aussi. Il y a la confluence des cultures, il y a l'Afrique ancienne il y avait une civilisation qui était riche. On peut parler par exemple de Meroé, c'est l'antique. On peut parler de Kush, de la civilisation de Swahili, au Kilwa. Al-Mas'oudi, par exemple, au 11e siècle, c'est ça? 11e siècle, il a donné des témoignages que à Kilwa, si un roi ne juge pas avec justesse, il va être mis à mort, le roi. Et on va être sûr qu'il n'y a pas de descendant de lui parce qu'il ne faut pas que une justice se répète. Mais ça veut dire qu'il a donné ce témoignage. Ça veut dire que l'Afrique, il y avait une démocratie, par exemple. Il y avait aussi Zimbabwe, la culture du Zimbabwe, c'est connu. Et pour ce qu'on appelle le royaume de Ghana, on l'appelait le royaume d'or, parce que l'or venait de là-bas. Il y a l'empire de Mali, il y a l'empire de Songhai. Je mets l'accent là parce qu'il y a l'autre Afrique. L'Afrique qui était comme... tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a soulevé une question que ce n'est pas supérieur ou inférieur, mais il était comme les autres. Mais pour les Européens au Moyen-Âge, dans leurs cartes, ils ont fait des cartes sur l'Afrique parce qu'ils ne connaissaient pas l'Afrique, ils ont perçu que l'Afrique, il était plus riche. Ils étaient plus supérieurs. Par exemple, une carte catalane de 1373-78, elle représente le grand roi du monde, c'était un Africain du Mali qui s'appelait Mansa Moussa, qui a fait le pèlerinage de Mali vers la Mecque à travers le Sahara et le Caire. Il a pris beaucoup d'or et plusieurs serviteurs. Il a laissé les traces. Dans cette carte, on l'a présenté comme le grand roi le plus riche dans le monde.
c'était par exemple Bill Gates ou bien, je ne vais pas mentionner l'autre, Zuckerberg. Et c'est ça, cette Afrique, on ne connaît même pas cette Afrique. Donc quand on parle, par exemple, la voix de l'Afrique, quand on entend dans l'Occident, c'est toujours une voix de catastrophe. La famine, les fléaux, les maladies et tout ça. Je ferai écho à ce que vient de dire Si Chaoukri. L'exemple qu'il a donné de Mansa Moussa, grand roi du Mali, il a été rencontré par Ibn Battuta qui en parle dans sa Rihla. Et précisément, il retrace tout le faste et aussi toute la finesse de l'art de gouverner de Mansa Moussa. Par exemple, il explique, nous aujourd'hui on dit que les gouvernements ont des porte-paroles, et bien là le porte-parole, pour les questions de doléances du peuple, les gens se rassemblent à la cour et ils ne peuvent pas s'adresser directement au souverain. Il y a d'abord un truchement, tsarjmen, un homme qui traduit leurs paroles, on dirait aujourd'hui, pour la qualifier comme une parole recevable par le pouvoir. Donc il entend la doléance et il la dit pas au roi, à un autre homme derrière la fenêtre qui, lui, le fait passer par, on disait, Sabartan, comme un grand tube au roi qui, lui, entendait. Donc toute cette idée du roi qui parle à son peuple via des médiations, Machiavel le théorisera plus tard en disant « le prince constitue une image de soi qui est cette image par laquelle il gouverne », on l'a par ce Sabartan, par cette voix dédoublée. Donc effectivement, je suis d'accord avec mon collègue sur la nécessité de restituer tout ce savoir-faire ancien, puisqu'on est entre l'Afrique d'hier et l'Afrique d'aujourd'hui. Ce qui frappe tout de même beaucoup aujourd'hui, c'est l'érosion, je dis bien l'érosion, je devrais peut-être même dire l'effondrement des savoirs locaux. Les agricultures, les personnes partout, dans les communautés, dans les villages, ont un savoir-faire séculaire qui n'intéresse pas les décideurs publics. Or, collecter ce savoir, archiver ce savoir local, permettrait de ne pas le perdre complètement. Et il y a un savoir-faire avec l'irrigation et comment l'eau est amenée dans les villages. Il y a un savoir-faire, bien évidemment, des tissages, des artisanats, etc. Et il y a un savoir-faire avec la sécheresse, avec les arrière-pays secs, avec la manière de récolter les pluies et de les conserver, avec les baobabs qui deviennent des écosystèmes. Ibn Battuta rappelle qu'on pouvait habiter dans un baobab et qu'il avait rencontré un tisserand qui y avait installé un métier à tisser et un autre baobab qui était devenu une ruche d'abeilles. Donc il y a plein de savoirs ainsi locaux qui ont été indiqués par des voyageurs, indiqués par des historiens et qui sont en train de s'effondrer parce qu'on leur dit ce n'est pas important. Comme on dit par exemple à une personne dite analphabète, j'aime pas trop ce terme, qu'elle n'a pas de culture alors qu'elle a une immense culture. Elle n'a pas été à l'école, mais elle a une immense culture. Elle a sédimenté dans des raisonnements brefs, qu'on appelle des proverbes, qu'on appelle des dictons, elle a sédimenté toute une expérience de vie qu'elle transmet. Alors certains vont dire c'est une histoire de grand-mère, on est dévalorisant. Donc on dévalorise tout un patrimoine, je reviens à cette question du patrimoine, et qui fait qu'effectivement après, comme tu dis si bien, on est dans le dénigrement de ce magnifique continent. Merci beaucoup. On vous l'avait dit, nous allons affirmer notre africanité. Il y a suffisamment de ressources en Afrique, de terres arables, d'ailleurs c'est la plus grande réserve mondiale de terres arables, de connaissances, de savoir, de langue, de culture, d'ingéniosité, de beauté.
magnifique, non pas naturelle, de beauté celle qui nous permet de comprendre à quel point à la fois nous sommes fragiles et que face à cette fragilité, nous devons en faire quelque chose, nous devons magnifier. Nous sommes que des simples passants, qu'est-ce que nous allons laisser pour pouvoir inventer le monde de demain. C'est des choses, je pense, qui sont importantes ici. Peut-être que vous aussi, vous avez un avis là-dessus ou des questions. Ma question, plus que mon propos, c'est plus une réflexion. Elle s'adresse au professeur Ben Maklouf. Parce que, parlant tout à l'heure de la dévalorisation de notre culture, d'un soi-disant président qui était au Sénégal, je ne vais pas citer le nom, moi je pense que c'est plus une carence. C'est plutôt pour un président, c'est une carence en culture. Parce que la culture, la philosophie africaine, c'est ça la philosophie africaine, c'est tout ça. Mais par contre, venant de lui, je pense qu'il fallait qu'il soit un peu plus outillé. Mais là, on ne va pas lui faire un procès. Mais le véritable problème, est-ce que la valorisation de notre culture, est-ce que c'est la question des pouvoirs publics, le ministère de la Culture dans le monde, bon, on va dire en Afrique, c'est je crois 54 pays, ou c'est plutôt à vous, les intellectuels africains, ou la société civile, nous autres, de prendre nos responsabilités pour pouvoir faire bouger les choses. Je pense à Joseph Kizerbo qui a dirigé la grande histoire de l'Afrique en 8 volumes à l'UNESCO. Et donc, quand les Européens disaient bon, l'Afrique n'a pas d'histoire, est-ce qu'elle a même une préhistoire? Ils disaient l'Afrique n'a pas de préhistoire. Et je pense que justement, c'est très important de se rendre compte que tout ce qui est passé par la tradition orale, et vous avez cité justement Soundiaté Keïta et son royaume mandingue, dont on a connaissance aujourd'hui justement par la tradition orale, tout ça doit être considéré comme de l'histoire. On ne doit pas le dévaloriser en disant c'est de l'oral. Et je pense que justement c'est très important de se rendre compte qu'aujourd'hui il faut reconsidérer totalement notre façon d'envisager le passé, notamment en Afrique. Et ça doit passer dans les écoles, ça doit passer dans les universités. Et ma question, c'est ça, comment faire? Merci. Et une dernière question juste derrière le monsieur. Aller très vite, que ça a pris près de 300 ans ou plus pour que le monde, surtout l'Amérique, en termine avec les pirates du Nord. Et aujourd'hui, c'est au débat en Afrique subsaharienne, la jeunesse qui pense, parce que surtout quand on parle de la migration, il y a une haine qui s'est créée en eux, que ce soit ici, que ce soit chez eux en Afrique, que ce soit en Europe quand on discute avec eux. Ils disent, ben tiens, si ça va nous prendre 1000 ans pour aussi prendre cette place de majorité et aussi dire, ben vous les autres, qu'on va aussi parler à la place des autres. Donc ça, il faut prendre en considération. Il y a un nouveau pensée qui arrive en Afrique, qu'on a parlé de Mansa Moussa. Nous, on se demande s'il n'a pas fait ce voyage et fait un crée d'inflation en Égypte et autres, parce qu'il a donné trop de l'or. Chaque vendredi, surtout qu'il construisait des mosquées, on n'aurait pas eu l'esclavage. Donc grâce à lui, l'Afrique est plongée là où on est aujourd'hui. La jeunesse est plongée là où on est. Grâce à sa bonté, grâce à son humanité, parce qu'on pense que c'est lui qui a commencé à distribuer, à faire l'humanité, c'est lui, quand on commence à comme on parle. Grâce à lui, l'Afrique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc quand on parle d'histoire aussi, on pense à ça. Et pense aussi, quand on dit, je dis bientôt, peut-être que bientôt, l'Africain va commencer à demander des réparations, comme on demande en Occident aux Américains, aux autres. Bientôt, on va demander aussi aux Orients. On va demander aux Arabes aussi, parce que ça commençait d'où ça a commencé. Donc ça aussi, quand on pousse, qui pense, qui réfléchit, qui écrit, quand on passe aussi à ça, parce que la jeunesse africaine, ils ne sont pas endormis, ça se pose beaucoup de questions. Même ceux qui n'ont pas parti à l'école, ils se posent des questions aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire à Milan? Comment on va penser à l'Afrique du Nord? Comment on va penser au monde arabe? Parce que pour le monde occidental, on en connaît, on en parle trop. Mais on n'en parle pas beaucoup sur le monde arabe. Ce que le monde arabe a fait en Afrique. Merci. Très bien. Je t'en prie. Ouais, je vais répondre rapidement. Votre question est bien, elle est excellente, brillante. On a failli, tout simplement. Le système académique, éducatif a failli d'adresser ces questions parce que ça existe toujours. Pour le Kizerbo, bien sûr, monsieur. Je l'ai lu et il met l'accent sur les griots, le système des griots.
Et ça par rapport, parfois, il y a les Africains américains qui viennent en Afrique, ou bien qui arrivent sur l'Afrique, ils mettent l'accent sur l'écriture. Ils disent, ah voilà, les Noirs, ils ont écrit tout ça. Il y a des manuscrits au centre d'Ahmed Baba, il y a des milliers de manuscrits en arabe, écrits en arabe. Il y a des professeurs qui se spécialisent dans ça, que c'est vrai cette écriture. Par exemple, l'arabe était comme le latin de l'Afrique subsaharienne. L'Afrique a choisi d'être parmi le réseau de l'Empire islamique. Il y a même des Mandés qui ont réclamé une descendance de prophètes, de Hassan. Mandé, Takour, Foulani. Et l'arabe, il a influencé. Ça a permis, cet impact, il a permis d'avoir des innovations dans la médecine, dans les sciences, dans la littérature. Mais quand on met l'accent sur cette littérature écrite, on baisse l'importance de la tradition orale. Et c'est ça le problème. Merci. Merci. Effectivement, comme dit Montaigne, la parole est moitié à celui qui la dit, moitié à celui qui l'écoute. Et votre retour est plus qu'un retour, c'est la moitié de ce que nous disons. Qui peut changer quelque chose? Les pouvoirs publics, la société civile, les institutions. Je dirais deux choses. D'abord, les intellectuels. Je crois que les intellectuels, ils produisent assez dans la société un travail très important qui s'intitule un travail académique des analyses, mais beaucoup de gens pensent que les analyses sont abstraites parce que ils confondent l'abstrait et le complexe. Ce n'est pas parce qu'une analyse est complexe qu'elle est abstraite. Abstraite, ça vient du grec aipharésis, soustraire. Les analyses, elles prennent en compte tous les paramètres. Et je dirais que bien souvent, les intellectuels ne sont pas écoutés parce qu'on veut prendre un seul paramètre, on veut simplifier, on veut juste prendre un seul élément, et quand on présente une analyse complexe, on dit c'est abstrait. Alors le pouvoir des intellectuels, s'ils produisent déjà des analyses satisfaisantes qui permettent de documenter, de donner une visibilité à un problème, comme le travail que fait Shawqi El-Hamel sur l'esclavage au Maroc et dans l'Afrique de l'Ouest, comme le travail que fait Mehdi sur les migrations. C'est déjà énorme comme part. Alors cessons de dire les intellectuels, on les attend. On n'est pas plus citoyens que vous tous, pas plus. Et votre question touche la citoyenneté, et je trouve que nous, on sacrifie les week-ends, on sacrifie notre temps, on est toujours sous la pression de devoir prendre la parole et de faire attention pour que ça ne soit pas une imposture. Alors je trouve que ça suffit sur les intellectuels. Et on n'est même pas payé pour être ici. Hein. Exactement. Maintenant, les sociétés civiles font beaucoup, et les intellectuels peuvent être dans les sociétés civiles, mais Mehdi travaille beaucoup aussi avec une autre face qui est une association pour faire des choses. Lassana Cissé, un Malien que j'ai invité à l'université de Ben Guerir où j'enseigne maintenant, qui est un expert en patrimoine, et quand je lui ai posé la question, mes étudiants lui ont posé la question, qu'est-ce qui fait que justement il n'y a pas assez de faire pour le patrimoine, il dit, mais moi je regarde les dossiers, les institutionnels africains les présentent très mal, les présentent en retard, ne respectent pas les critères. Et les experts italiens font toujours intégrer des églises romanes parce que le dossier est bien ficelé. C'est aussi détaillé que cela. Un dossier mal ficelé, il n'est pas retenu. Donc, les institutionnels en charge de la culture, du patrimoine, etc., il faut peut-être les regarder de leur côté. En revanche, les gens, les agriculteurs, les paysans, les communautés de village, ils savent très bien ce qui est bon pour eux, et il faut cesser d'essayer de penser pour eux sans les consulter. Merci beaucoup. Bon, le professeur Traoré a apparemment un propos impérieux au nom de l'amitié Maroc-Sénégal.
Vas-y, très court. Je vais être très court. Je voulais juste apporter un rectificatif par rapport à Mansa Moussa. J'ai entendu ce que vous avez dit, mais encore une fois de plus, l'interprétation de l'histoire. Mansa Moussa n'a pas distribué de l'or comme ça, gratuitement, pour distribuer de l'or. C'était stratégique. Parce qu'il a compris le système des relations internationales qui s'était établi autour de la Méditerranée. Et lui, en tant que roi, il voulait aussi placer le Mali dans cette nouvelle globalisation. Donc, le fait de provoquer une inflation en Égypte qui a duré 12 années, ça veut dire qu'il avait calculé ça aussi. Il savait qu'aussi les Européens, comme la Méditerranée, pour leur monnaie, leur système monétaire, dépendaient du Mali. Donc, c'était pas distribuer pour distribuer, c'était aussi une stratégie politique. Et donc, quand il est rentré, il a attiré aussi beaucoup d'architectes, des chercheurs, mais en même temps aussi, il a aussi poussé les jeunes Maliens aussi à partir, faire des études et rentrer chez eux. Donc, je pense que c'était juste une stratégie politique. C'était pas distribuer pour distribuer, provoquer et créer ce que l'Afrique a connu aujourd'hui. Je suis complètement en désaccord. Il faut pas l'interpréter comme ça. Sous Mansa Moussa et sous l'empire du Mali, l'Afrique était en train de se développer sûrement et lentement. L'Afrique était en train de se développer. Donc, il faut toujours voir en l'action de Mansa Moussa une action qui participait dans le développement politique, dans le développement économique du Mali. Mais aussi, il faut imposer la domination du Mali dans la région aussi. Parce que ça faisait 1 million de kilomètres carrés. Merci beaucoup pour votre présence et vos questions. Alors, clairement, vous l'avez entendu, évidemment, l'Afrique est entrée dans l'histoire, mais j'ai envie de dire plus que cela. L'Afrique fait l'histoire et bonne soirée à vous.